C'est l'heure du mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet. Bonsoir Véronique. Bonsoir Roselyne. Nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du Front National, députée européenne et candidate à l'élection présidentielle. Donc toutes les enquêtes d'opinion, ou presque, vous promettent une place au second tour. Depuis quelques mois, vous économisez votre parole. On vous voit moins, on vous entend moins, car vous considérez dans le fond que les événements travaillent pour vous. On ne connaît pas encore dans le détail votre programme pour 2017. Sans doute le candidat qui sera désigné par la droite modifiera peut-être sensiblement votre positionnement. En attendant, dans les médias, vous êtes peu interrogé sur votre politique étrangère. À quoi ressemblerait la diplomatie française sous Marine Le Pen? Eh bien, on va le savoir en suivant cette première partie d'émission. Donc, mardi politique, c'est parti jusqu'à 19h. La première question, Véronique Rigolet. On commence bien sûr par la bataille de Mossoul qui a débuté ce week-end. Bonsoir Marine Le Pen. La lutte contre le terrorisme sera l'une de vos priorités si vous devenez présidente en mai prochain. À cet égard, quel regard vous portez sur cette bataille de Mossoul qui vient de commencer contre ce qu'on appelle le dernier carré des djihadistes islamiques, contre Daesh? Est-ce que vous pensez que cette bataille peut être aujourd'hui décisive? Je le souhaite. Je le souhaite parce que chaque recul des fondamentalistes islamistes est une victoire pour notre sécurité. Car encore une fois, moi je suis très respectueuse de l'indépendance de chacune des nations, de chacun des peuples du monde. Mais je pense d'abord à la sécurité de la France et des Français. Or je sais très bien que la montée en puissance du fondamentalisme islamiste est aussi la conséquence des erreurs, des errements du passé et est née en partie en Irak. Cette montée du fondamentalisme s'est renforcée par nos erreurs en Libye, par nos erreurs en Syrie, beaucoup d'erreurs qui se ressemblent et qui auraient pu être évitées et dont nous subissons les conséquences évidemment sur notre territoire et dans notre sécurité intérieure. Vous dites des conséquences, mais quand on frappe Daesh sur le terrain, on sait qu'il y a des répercussions. Est-ce que vous craignez justement des attentats suite à ce début de frappe? Non mais pardon, en réalité nous avons encore une fois armé les fondamentalistes islamistes. Quand vous dites nous, la France a armé des fondamentalistes islamistes. Vous parlez d'Al-Nosra, elle a contribué en Libye à les mettre au pouvoir. Car nous savions pertinemment, et j'étais le seul à le dire, il faut quand même l'avouer, que certes Kadhafi n'était la tasse de thé de personne, certes son régime était éminemment critiquable, mais nous savions que l'alternative à Kadhafi, c'était la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Et il en est de même en Syrie. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, ce sont les fondamentalistes islamistes. Marine Le Pen. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, hélas, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a que dans les médias français qu'on veut faire ça. C'est un bon début en diplomatie. Mais par contre, sur le cas précis de Kadhafi, vous auriez laissé les colonnes de chars de Kadhafi aller massacrer Benghazi. Vous ne seriez pas intervenu comme l'ont fait à l'époque la France. Je ne suis pas gendarme du monde et je ne suis pas présidente du monde. Moi, ce que je souhaite, c'est être présidente de la France. Ce qui m'importe prioritairement et peut-être même exclusivement, c'est la sécurité de la France et des Français. C'est ça la mission du président de la République. Alors, on suit les États-Unis qui, depuis un certain nombre d'années, sont dans une forme de dérive qui consiste à se prendre pour les gendarmes du monde et à souhaiter exporter un modèle. On ne peut pas faire ce procès à Obama, justement, aujourd'hui, qui a glissé le tapis sous les pieds de François Hollande, qui, lui, voulait intervenir en Syrie. Dernièrement, oui. Mais quand même, de manière assez régulière, les États-Unis, dans les dernières années, ont été très belliqueux et avec des résultats. Vous parlez de l'ère Bush, alors. Oui, mais avec les résultats que l'on peut connaître aujourd'hui, en Libye aussi, pardon, quand même, en Libye aussi, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des résultats qui non seulement ont apporté le chaos dans les pays en question, mais qui de surcroît, en répercussion, apportent aussi le chaos dans nos propres pays. Alors, on va parler de la Syrie puisque vous l'avez évoqué. Donc, l'armée russe vient d'annoncer aujourd'hui l'arrêt momentané des raids aériens syriens et russes sur la ville martyre d'Alep pour une pause humanitaire et permettre aux civils de quitter la ville. Donc Vladimir Poutine et Bachar el-Assad sont alliés dans cette affaire et ils bombardent les civils, les hôpitaux. Écoutez ce que disait la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.
Il y a effectivement ces bombardements que le secrétaire général des Nations Unies, je l'ai dit aussi à Moscou, sont des crimes de guerre. Et donc l'enquête va montrer les responsabilités. Qui a bombardé? À l'évidence, bien sûr, il y a les Syriens, mais il y a surtout les Russes. Alors voilà, les Russes, pouvez-vous vous abstraire, Marine Le Pen, de toute condamnation envers les Russes et Vladimir Poutine que, n'ayons pas peur de mots, vous admirez. Vous l'avez dit d'ailleurs dans un quotidien russe en 2011. Mais ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Essayons de rester sérieux avec des sujets qui sont quand même des sujets sérieux. Le gouvernement n'est pas sérieux. Bon, le président de la République n'est pas sérieux. Quand le président de la République annonce au micro de M. Barthès, c'est-à-dire d'une émission satirique, qu'il veut traduire le président de la Russie devant le tribunal pénal international, c'est-à-dire en gros déclare la guerre à Vladimir Poutine au micro d'une émission de divertissement, ça n'est pas sérieux. Mais est-ce que vous condamnez, c'est une diplomatie Marine qui est en... Le Pen, vous ne Excusez-moi, répondez pas à ma mais si, je vais vous répondre, j'ai aucun problème là-dessus. Ouais. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes dans une diplomatie qui est totalement erratique et qui est même en rupture avec toute l'histoire de la diplomatie française. L'histoire de la diplomatie française, c'est précisément d'arriver à mettre des gens autour d'une table pour régler une situation. Ça doit être d'autant plus facile avec la Russie et avec, en l'occurrence, Bachar el-Assad, que nous avons quand même un ennemi commun, oui ou non? Ou je me trompe, peut-être que je me trompe, peut-être que nous ne sommes pas en guerre contre le fondamentalisme islamiste, mais moi je crois que nous devrions l'être en tout cas, et que donc il serait tellement plus simple de se mettre autour d'une table avec la Russie, avec la Syrie, pour pouvoir discuter, échanger des vues et discuter des moyens de venir à bout de ce fondamentalisme islamiste, car je vous entends parler d'Alep, ville martyre. Mais Alep, vous condamnez ou pas ces bombardements sur les civils? Mais quelle est l'autre solution que celle-là? Bien sûr, je condamne tout bombardement sur des civils. À chaque fois qu'un civil meurt, c'est un drame. C'est un drame, c'est un drame en Syrie, c'est aussi un drame en Yémen lorsqu'il meurt sous les bombes qui sont des bombes saoudiennes. C'est un drame aussi quand ce sont des Irakiens qui meurent sous des bombes américaines. C'est toujours un drame. Et il faut tout faire pour éviter cette situation. Marine Le Pen, c'est un drame. C'est un drame ou ce sont des crimes de guerre en Syrie actuellement? Alep, ville martyre. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire, pour une double raison. C'est qu'Alep a commencé à être martyr lorsqu'elle est tombée entre les mains des fondamentalistes islamistes, qui ont fêté leur entrée dans Alep en jetant des homosexuels des tours, n'est-ce pas? Non mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que voilà une population qui est en partie en accord avec les fondamentalistes islamistes, il faut le dire quand même, parce que beaucoup d'habitants d'Alep ont quitté Alep-Est déjà depuis pour se mettre à l'abri de ces fondamentalistes islamistes, et une partie de cette population, et c'est dramatique, sont utilisés comme des boucliers humains par les fondamentalistes islamistes. C'est un drame. Mais qu'est-ce que nous proposons, si vous voulez, comme autre solution? Parce que c'est pas le tout de venir jouer les inspecteurs des travaux finis en disant mais avant la les solution, méchants, ce sont ceux-là et les gentils, ce sont ceux-là. Mais quels moyens avons-nous aujourd'hui pour éradiquer ce fondamentalisme islamiste qui, s'il n'est pas éradiqué, ira martyriser d'autres villes de Syrie, d'autres populations. Avant de parler des solutions, pour être bien sûr de ce que vous pensez de cette situation-là, est-ce que vous considérez que les bombardements russo-syriens sur des civils à Alep constituent possiblement des crimes de guerre ou pas? Après, on parlera des solutions que vous avez à proposer. Moi, je ne suis pas spécialiste et juge au tribunal pénal international. Je ne me prononcerai pas sur ces considérations juridiques. À mon avis, vous n'y connaissez pas plus que moi, d'ailleurs, dans ce domaine. Bon. Donc, moi, on parle de choses en réalité... Non, mais on parle de choses. C'est pas moi qui aspire à être président, par ailleurs. Non, mais vous voyez, on parle de choses, on utilise des mots. Mais moi, ce que vous êtes en train de dire que Vladimir Poutine est le seul à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. En quoi il est nécessaire que la France a perdu sa voix en Syrie, qu'elle n'est pas là où elle aurait dû être dès le départ, qu'on n'aurait jamais dû peut-être laisser pourrir la situation et en réalité laisser la Russie prendre l'initiative et aujourd'hui venir critiquer la Syrie qui a pris l'initiative. Nous aurions dû être autour de la table, susciter, parce que c'est ça la diplomatie, l'échange. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous feriez? Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Nous sommes d'accord. Vous feriez quoi? Pour trouver des solutions pacifiques, il ne faut pas commencer par dire qu'on va envoyer le président de la Russie devant le tribunal pénal international et qu'on veut la chute de Bachar el-Assad. C'est pas comme ça qu'on obtient une discussion entre nations pour tenter, encore une fois, d'atteindre ses buts en préservant au maximum de ce qu'il est possible de faire ces populations civiles.
Marine Le Pen, vous dites, dans le fond, entre la peste et le choléra, on ne choisit pas. Hein. Est-ce que vous considérez Non, ce n'est pas vraiment ce que je dis. Non, je mais dis vous dites qu'en la priorité, Libye, c'est Daesh. Non, mais je dis qu'en Libye et en Syrie, il faut choisir le moins pire pour nos intérêts nationaux. Et le moins pire était incontestablement Kadhafi plutôt que les fondamentalistes islamistes et Bachar al-Assad plutôt que les fondamentalistes islamistes. Je le dis très clairement. J'ai été la première à le dire. J'ai pas manqué de courage pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de partager, pour finir, mes options. J'entends un certain nombre de responsables de l'UMP qui finissent par être d'accord avec nos François positions. Fillon, en l'occurrence. Ouais. Entre autres, oui, mais je crois Nicolas Sarkozy aussi. Mais en quoi, Marine Le Pen, oui, en quoi Vladimir Poutine, pour vous, lutte contre le terrorisme? En quoi est-il nécessaire contre le terrorisme aujourd'hui? Pourquoi Vladimir Poutine? Parce que la Russie est une grande nation. La Russie est une grande nation et par conséquent, toutes les grandes nations puissantes doivent s'allier pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Est-ce que l'objectif est, oui ou non, d'éradiquer le fondamentalisme islamiste? Moi, je le crois. Je crois que si on négocie avec eux, eh bien, nous n'obtiendrons évidemment strictement rien et nous livrerons des populations civiles, les autres, mais aussi les nôtres, à la violence, au chaos, et je ne veux pas cela pour mon pays, je ne veux pas cela bien entendu non plus pour les autres pays. Est-ce que vous rencontrerez Vladimir Poutine au cours de la campagne électorale française? Vous aviez dit que vous souhaiteriez le rencontrer. Je ne sais pas, ça n'est pas pour l'instant prévu, mais oui, si j'étais invité à rencontrer Vladimir Poutine, j'irais, et si j'étais invité à rencontrer Monsieur Obama, j'irais aussi, comme j'irais rencontrer, encore une fois, tous ceux qui, à mon avis, peuvent contribuer dans ce monde multipolaire à établir un équilibre entre les nations dans le monde. Peut-être, on va finir avec la Russie. Une dernière question. Vous dites qu'il faut que notre politique étrangère retrouve une indépendance. Mais le Front National boucle ses fins de mois grâce à une banque russe, car aucune banque française n'a voulu vous financer pour la campagne présidentielle. Est-ce que vous avez eu recours, une fois de plus, pour la campagne présidentielle, vous faire prêter de l'argent par cette même banque russe? Puisque je crois que votre trésorier a dit qu'il nous faut encore une dizaine de millions d'euros. Non, mais écoutez, pour moi, une banque, c'est une banque. Enfin, écoutez, pour ceux qui considèrent que la nationalité n'a pas beaucoup d'importance, à chaque fois, on me ressort la nationalité. Une banque, c'est une banque. C'est un établissement financier qui prête de l'argent. Je veux dire, est-ce que vous une devez puissance quelque étrangère, chose on n'est pas, du coup, c'est pas une puissance étrangère, c'est une banque. Oui, mais vous pensez bien qu'on est en Russie, on n'est pas dans une démocratie. C'est-à-dire qu'est-ce que vous sous-entendez que le pouvoir financier n'est pas décentralisé, Marine Le Pen. Avez-vous déjà fait un prêt à une banque? Oui. Bon, est-ce que le banquier est venu chez vous pour choisir la couleur de vos rideaux? Non, mais c'était pas en Russie. Est-ce qu'il décide il veut savoir combien je gagne, quel âge j'ai. D'accord, pour pouvoir être remboursé, car c'est la seule obligation que vous avez quand vous empruntez à une banque, c'est payer les intérêts et rembourser le capital. Il vient pas pour vous dire dans quelle école vous devez mettre vos enfants. Il décide pas sous quel contrat de mariage vous devez vous marier. Voilà, moi, personne ne décide pour moi. J'ai emprunté de l'argent, je rembourserai cet argent. Si demain une banque américaine me prête de l'argent, j'emprunterai à la banque américaine ou à la banque portugaise ou à la banque guatémaltaise. Vous ne sentirez pas lié? Mais je ne me sens lié par rien. Voilà, je suis absolument totalement libre. Et encore une fois, je le resterai quoi qu'il arrive. On parlait du président Obama il y a un instant, et il y a une présidentielle américaine là après-demain, en novembre. Si vous deveniez présidente en mai prochain, avec qui vous auriez le meilleur contact? En gros, quel est votre souhait de victoire pour cette présidentielle américaine? Est-ce que c'est Donald Trump, à qui on a cru comprendre que vous trouviez, somme toute, quelques points communs avec vous, ou Hillary Clinton, qui visiblement n'est pas votre tasse de thé, vous trouvez même dangereuse? C'est étonnant de voir les relations internationales comme ça, sous l'angle d'affection personnelle. Non, moi je ne connais ni l'un ni l'autre. Je ne parlais pas d'affection, vous trouvez? Je ne m'entendrai pas mieux avec l'un ou avec l'autre. Si je suis présidente de la République, je parlerai à tout le monde. Je parlerai à celui que les Américains auront choisi. On peut avoir des affinités. Ou à celle que les Américains auront choisi. J'ai pas d'affinité, je ne connais ni l'un ni l'autre. Vous dites Hillary Clinton, elle est dangereuse, elle est guerrière. Madame, déjà, la seule chose auquel je pense, j'envisage d'être présidente de la République française. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la France et des Français. Et je dis, la politique que défend Hillary Clinton est une politique qui entre directement en compétition avec les intérêts de la France. Cette politique qui est en même temps une politique économique qui vise à
alourdir la puissance et le pouvoir des institutions financières américaines, qui souhaitent continuer cette dérive de l'extraterritorialité du droit américain qui fait tant de mal à nos grandes entreprises et qui terrorise nos grandes entreprises comme par exemple la BNP, qui veut imposer le TAFTA et en même temps qui a une vision très belliqueuse, c'est-à-dire une vision qui envisage d'aggraver les tensions avec toute une série de nations, et notamment, je vous le dis, avec la Russie. Ça m'inquiète d'autant plus que figurez-vous que géographiquement, on est entre les deux. Il y a quand même de quoi s'inquiéter d'une aggravation des tensions entre ces deux grandes nations. Donald Trump serait moins dangereux qu'une Hillary Clinton présidente des États-Unis, à votre sens. Pour les intérêts français, à nouveau, j'ai bien compris. Voilà, pour les intérêts français, je pense que les engagements qui sont ceux de Donald Trump et qui consistent à se reconcentrer sur les États-Unis, à souhaiter mettre fin à cette ingérence systématique des États-Unis dans des nations étrangères, m'apparaît plus correspondre à la défense des intérêts de la nation française. Et il est également contre le TAFTA. Bon, voilà. Donc ces éléments-là, qui sont des éléments d'immédiateté, d'actualité, vont, à mon avis, plus dans le sens des intérêts français. Vous proposez de sortir de l'OTAN. Première question, ça va servir à quoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est conciliable avec les valeurs occidentales? Non, mais la vraie question, c'est à quoi sert l'OTAN? Ça a servi dans un temps... où il y avait l'URSS. Bon, il n'y a plus d'URSS. Enfin, je veux dire, on peut quand même regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit, mais il n'y a plus d'URSS. Il est d'ailleurs assez frappant de voir qu'aujourd'hui, on traite la Russie avec plus d'hostilité qu'on ne traitait l'URSS à l'époque. Moi, ça reste pour moi tout de même une interrogation. Il n'y a plus d'URSS, donc contre qui... Il n'y a plus de guerre froide, mais bon. Bon, d'accord, mais contre qui cette organisation... Mais ça servira à quoi d'en sortir? C'est ça, le problème, c'est que, comprendre. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en réalité, notre présence dans l'OTAN fait que nous sommes soumis à la politique internationale américaine. Ce sont les Américains qui décident des guerres que nous devons faire. Et d'ailleurs, tant Nicolas Sarkozy que François Hollande ont suivi ces exigences américaines. Donc vous ne feriez pas les... Moi, je voudrais revenir en matière de politique internationale à ce qui a fait la spécificité de la France, sous l'égide, il faut bien le dire, du général de Gaulle, qui lui non plus n'était pas tellement un fervent admirateur de l'OTAN et qui pourtant partageait, je crois, les valeurs occidentales. Qui était sorti du commandement intégré de l'OTAN, dans lequel nous sommes revenus. Vous ne sortez pas du Conseil de sécurité de l'ONU. Qui pourtant partageait les valeurs occidentales, on peut le dire. Bon, vous ne sortez pas du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous allons rediscuter l'ensemble de nos présences pour préserver notre indépendance. Moi, je considère tout à fait normal de participer dans le concert des nations à des organismes internationaux, où l'on entend les nations, où on respecte, pas de problème, où on respecte les nations. Conseil de sécurité, parce que quelle est ma vision? Oui. Indépendance, politique de paix, de puissance militaire, car je crois que la France doit être une puissance militaire pour pouvoir avoir une vision stratégique et non-ingérence. Voilà quels sont les trois grands principes que je veux mettre en œuvre en matière d'indépendance. Clairement, ça veut dire que vous ressortez du commandement intégré de l'OTAN si vous êtes élue présidente. Oui. Donc on revient à la situation hantée Nicolas Sarkozy. Oui. Voilà une réponse assez claire. Peut-être un mot sur... il nous reste une minute. Un mot de l'Europe, peut-être. Vous vouliez évoquer, Véronique. Il nous reste très peu de temps. Donc, question courte, réponse courte. Oui, bon, on va faire le grand défi. Ça sera sortir la France de l'Union européenne. Si on a bien compris, on imagine que votre premier voyage sera plus pour Bruxelles que pour Berlin, comme le font traditionnellement les présidents français. Non, le grand défi, c'est d'organiser la négociation qui va permettre à la France de récupérer pour le peuple français, parce que c'est sa propriété, sa souveraineté. Voilà. Et moi, je crois que cette négociation peut aboutir. Cette négociation sera sanctionnée par un référendum. Si elle aboutit, on pourra rester dans cette nouvelle structure. Si elle n'aboutit pas, eh bien, je proposerai aux Français d'en sortir. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On retrouve Marine Le Pen juste après le Flash Info et nous reviendrons sur cette question européenne.
Sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et RFI, toujours avec notre invitée Marine Le Pen, présidente du Front National et députée. On va parler de politique française, du démantèlement de Calais, mais on voudrait juste poursuivre, puisque c'était la fin de cette première partie. Nous n'avons pas eu votre réponse sur le référendum que vous comptez organiser. Véronique voudrait une précision. Alors, avant le référendum, vous avez eu ma réponse. Avant le référendum, qu'elle va vous poser. Avant le référendum, vous partez donc à Bruxelles pour tenter de convaincre vos pairs européens d'accorder à la France un certain nombre de souverainetés dans différents domaines. Si l'Europe s'y refuse, on le sait maintenant, il n'est pas si aisé de sortir de l'Europe. Vous rentrez donc à Paris et là vous proposez un référendum aux Français. D'où ma question, si les Français, qui selon les sondages en tout cas, les derniers sondages maintiennent leur volonté d'appartenir à l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites ? Oui, moi j'ai confiance dans la cohérence des Français. Je pense que le peuple français est un peuple éminemment politique. Par conséquent, s'il choisit de porter à la tête de l'État Marine Le Pen, c'est qu'il souhaitera voir mettre en œuvre le projet politique de Marine Le Pen. Or, incontestablement, ce projet politique ne peut pas être mis en œuvre dans la prison que constitue ce système politique de l'Union européenne. Je vous signale qu'une partie de ce qui est proposé par d'autres candidats à la présidentielle ne peut pas non plus être mis en œuvre compte tenu des règles de l'Union européenne, mais ça, ils évitent bien de le dire. Moi, je le dis parce que je suis la candidate de la vérité, de la franchise, de la loyauté. Donc, je suis absolument convaincue que si je n'obtiens pas gain de cause dans cette négociation, et je suis optimiste pour obtenir gain de cause, car je crois que d'ici là, la France ne sera pas le seul pays à réclamer. Mais Cameron avait essayé, il avait essayé de négocier, il n'a pas réussi, il est revenu. Non, il a essayé de faire semblant de négocier parce que il pensait que ça permettrait d'éteindre son opposition ou sa concurrence du UKIP. Et en réalité, le peuple britannique est allé au-delà de ce que souhaitait Cameron. Mais moi, j'aimerais quand même faire comprendre que, encore une fois, retrouver cette indépendance de la France, c'est autoriser la maîtrise de l'immigration, l'arrêt du regroupement familial, c'est permettre l'interdiction des OGM, c'est économiser la contribution de 9 milliards qu'on verse à fonds perdus par an à l'Union européenne, c'est éviter la libéralisation des services publics. C'est beaucoup de choses positives qui vont découler précisément du retour de notre indépendance. Ma dernière question sur l'Europe. On parlait de David Cameron il y a un instant. Il a perdu son référendum, il a démissionné. Vous démissionnerez si, par malheur pour vous, en tout cas, les Français devaient dire non lors de ce référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne. Moi, je parlerai aux Français en leur disant mais que vous m'avez élu pour mettre en place un projet et je ne peux pas mettre en place mon projet parce que tout ce que je veux faire en matière économique est interdit par l'Union européenne, le patriotisme économique, la priorité donnée aux entreprises françaises, et tout ce que je souhaite faire en matière d'immigration sera interdit par l'Union européenne, notamment l'arrêté. Vous faites quoi alors ? Bon, par conséquent, dans ces cas-là, ils peuvent évidemment choisir, je leur dis à l'avance d'ailleurs, n'importe quel autre candidat du système qui se soumettra ou qui est soumis à l'Union européenne et qui appliquera la feuille de route de Bruxelles. On se pose même la question de savoir clair, vous partez ou vous partez pas on peut même se poser la question de savoir si un président de la République serait utile. Parce qu'en réalité, le président de la République aujourd'hui ne fait que transcrire les exigences de Bruxelles dans la loi française. C'est le cas de la loi El Khomri. Ils l'ont admis d'ailleurs depuis. C'est le cas de la loi El Khomri. Donc, moi, je veux être une présidente de la République de plein exercice. Bon, vous ne répondez pas vraiment. Véronique, on va. Non, mais vous démissionnerez ou pas alors ? Je verrai, mais je pourrais le faire, oui. Si j'ai pas les moyens, si encore une fois, je ne peux pas respecter mon programme, si je ne peux pas respecter mes promesses, les Français me mettraient alors, en réalité, dans une situation intenable. Vous resteriez 3 mois président de la République. Non, pas 3 mois, parce que le temps d'organiser le référendum. Mais je crois que, et encore une fois, moi je prends les Français pour des adultes. Arrêtez de prendre les Français pour des enfants, des enfants capricieux, qui changeraient d'avis un mois à l'autre. Moi je ne les crois pas. Je les crois intelligents, je les crois rationnels, je les crois cohérents, je les crois politiques. Et la preuve m'en a été donnée par le référendum de 2005, où on leur a dit vous incopiez pas de cette constitution européenne, elle est trop compliquée pour vous. Et ils se sont saisis de cette constitution européenne. Ils ont parfaitement compris quels en étaient les enjeux et ils l'ont rejeté. Évidemment, on l'aura quand même imposé par une manœuvre profondément antidémocratique. Le démantèlement de la jungle de Calais a été validé aujourd'hui par la justice. Alors, on les met où, tous ces réfugiés ? Eh bien, on les renvoie chez eux.
Y compris les demandeurs d'asile. Mais je crois que ce sont pour une grande partie d'entre eux, des gens qui déposent un dossier d'asile parce qu'ils savent que le simple dépôt d'un dossier, sans répondre même aux critères de fond, leur permet de rester pendant 7 mois ou 8 mois, pris en charge par la communauté nationale qui n'en peut plus, car ceci représente un coût qui est de plus en plus faramineux. Je crois qu'on atteint presque les 2 milliards en termes de gestion des logements d'urgence, etc. Ça n'est plus tenable. Bon, la réalité, c'est que l'immense majorité d'entre eux ne remplissent pas les critères pour obtenir le droit d'asile. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le droit d'asile, on peut l'obtenir lorsque l'on est persécuté par le gouvernement. Les Érythréens, par exemple, vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux. Par le gouvernement de son pays. Il faut démontrer qu'à titre personnel, on est l'objet d'une persécution politique de la part de son gouvernement. On voit bien qu'il s'agit là, et je ne leur jette pas la pierre, mais d'immigrants économiques, de gens qui cherchent ailleurs une situation plus positive pour eux que dans leur propre pays. Sauf que ça ne correspond pas, encore une fois, aux critères du droit d'asile, et par conséquent, ils sont en situation clandestine, et je pense que la seule solution est de les renvoyer chez eux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nécessaire dimension humanitaire pour traiter du dossier des migrants? C'est ce que demande par ailleurs le défenseur des droits de l'homme, Jacques Toubon. On l'écoute. Est-ce que dans un pays comme la France, aujourd'hui, on est capable de faire coïncider la réalité des droits avec les droits qui sont proclamés? Nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme. Il faudrait de temps en temps s'en souvenir. Voilà pour Jacques Toubon qui demande cette nécessaire dimension humanitaire pour les migrants. Marine Le Pen, on parlait il y a un instant des migrants de Calais. Pour le reste de l'immigration, la France s'est engagée à accueillir 30 000 migrants alors que l'Allemagne va en accueillir 1 million. Est-ce que la France ne peut pas intégrer 30 000 migrants aujourd'hui sur son sol? Oui, 30 000, ça c'est ce qu'on nous dit. Plus 200 000 légaux, plus à peu près l'équivalent 200 000 illégaux par an, ce qui fait évidemment des chiffres qui sont tout à fait spectaculaires. Alors, la dimension humanitaire, oui, bien sûr, moi je partage cet avis de M. Toubon, mais dans les pays d'origine, avec des organisations internationales dont c'est le travail, avec un financement de la part des nations pour que des campements humanitaires puissent être mis en place et puissent préserver des populations civiles, notamment dans les pays en guerre. Mais pas chez nous, car nous n'en avons plus les moyens. Marine Le Pen, le maire de Béziers, Robert Ménard, soutenu par le Front National, a placardé dans les rues de la ville cette affiche avec en photo des migrants. L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent. Est-ce que vous validez cette affiche aujourd'hui ? Non, mais je ne sais pas, à valider ou pas à valider. Si. Monsieur Ménard n'est pas un maire Front National. Non, mais vous il a été élu. Il a été élu en étant soutenu par le Front National, par le parti d'ailleurs aussi de Monsieur Dupont-Aignan. Voilà, il est un maire indépendant. On n'a pas encore envoyé cette affiche. Vous dites mais quoi, honnêtement, moi j'ai toujours considéré que tout ce qui pouvait laisser penser que l'on pourrait reprocher à titre individuel aux immigrés de venir est malvenu. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait la responsabilité de leur venue, c'est la responsabilité des dirigeants politiques de la France. Voilà. Et donc c'est aux dirigeants politiques de la France qu'il faut demander des comptes, c'est à eux qu'il faut reprocher cette politique et pas à ces gens à titre personnel qui viennent encore une fois parce qu'ils pensent trouver, et ils se trompent d'ailleurs, ils pensent trouver en France une forme d'Eldorado et ils se retrouvent dans la jungle. Notre question c'est, bon, on va passer parce qu'il nous reste des questions à vous poser, notamment sur votre positionnement politique. Alors dans les villes on voit des manifestations anti-migrants sont organisées par les édiles locales du Front National. Pourtant, vous, depuis quelques mois, dans les médias, vous jouez, vous, personnellement, la carte de la modération. En septembre, sur le plateau de TF1, vous déclarez ceci: l'islam est compatible avec la République. Alors, on ne comprend pas trop la stratégie. Je ne comprends pas trop votre question. Non, vous allez voir, elle va arriver. Vous utilisez l'opposition à l'installation des migrants dans les campagnes françaises, dans tous les petits villages, sans demander l'avis de la population, sans demander l'avis des maires. Vous ne me laissez pas finir ma question. Et l'islam. La question est, le Front National utilise la peur de l'islam et de l'autre côté, vous tentez de diaboliser
l'islam. Est-ce que là, c'est vrai qu'on est perdu dans le fond, dans votre positionnement. Après votre question, même moi je suis perdu. Non. J'arrive pas à comprendre. Écoutez, Si, les choses non, sont très claires. Non, vous savez très Les bien. choses sont très vous savez claires. très bien, ne faites pas l'idiote. Je vous savez suis très bien. radicalement opposé à cette immigration massive. Je veux qu'elle s'arrête. Il y a 7 millions de chômeurs, il y a 9 millions de pauvres en France. Stop. Stop. Je pense que les migrants clandestins doivent être renvoyés chez eux, que l'État n'a pas le droit de les imposer dans les villages et de les dispatcher pour tenter de cacher leur présence. Parallèlement à cela, je pense que l'immigration massive a été le terreau du communautarisme, que le communautarisme est le terreau du fondamentalisme islamiste. Oui, C'est alors là, contre c'est moi qui lui, comprends plus rien, là. c'est contre lui que je me bats. Je ne me bats pas contre une religion. Je suis laïque, profondément laïque. Je pense que la religion est affaire privée et personnelle, mais le fondamentalisme islamiste est une idéologie totalitaire qui vise à imposer des lois religieuses à la place des lois de la République française. Et donc, en ce sens, le fondamentalisme islamiste est un ennemi. Ma clair. question était, votre discours est un peu plus modéré, vous vous recentrez à l'approche de la présidentielle, Je me ressens par rapport à et quel le Front propos National continue à votre place à faire des manifestations anti-migrants, anti-islam, etc. Est-ce que là, ce n'est pas un positionnement de votre image? Le Front National n'a jamais fait de manifestation anti-islam. Il faut quand même arrêter de tout mélanger. Le Front National fait des manifestations pour faire entendre la voix du peuple, la voix de ces villageois dont les mairies n'ont plus d'argent pour la vie quotidienne de ces gens et qui se voient imposer des centres d'accueil de migrants avec des jeunes hommes souvent assez nombreux et que les municipalités vont devoir prendre en charge alors même que les populations y sont opposés. Voilà. Moi, mon slogan, c'est « Au nom du peuple ». Je pense que le peuple a raison, qu'il faut l'écouter, qu'il faut l'entendre et qu'il ne faut rien faire sans lui ou contre lui. Or, aujourd'hui, la politique d'immigration menée en France est menée contre le peuple français, contre sa volonté, et donc nous faisons entendre la voix de ce peuple qui ne veut pas de cette immigration. Vous pensez et de qu'il y a un cette rejet installation. massif des Français contre les migrants? Ah oui, je crois que c'est... Oui, je crois. Il y a un certain nombre de la population qui est contre. Mais un rejet massif, ça se traduit. Je crois qu'il y a un rejet majoritaire. Et je vais vous dire une chose, le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire un référendum. Allez, faisons-le. Voilà, mais alors après, mais oui, faisons-le, ce référendum. Posons la question. Alors, ce serait quoi la question? Pour ou contre les migrants, pour ou contre les envahisseurs, selon la terminologie Ménard, ou bien? Je ne crois pas qu'il ait utilisé ce mot, mais je vous laisse en discuter. Les réfugiés sont des envahisseurs. Mais, Vous n'avez pas la vraie question, êtes-vous pour ou contre la continuation de l'accueil d'immigration en France? Je peux vous dire que la réponse sera non, nous ne sommes pas d'accord. Car les Français, depuis très longtemps, ne sont pas d'accord. Et les dirigeants savent que les Français ne sont pas d'accord. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne leur posent pas la question, parce que la réponse leur déplairait. Eh bien, moi, je crois que ça, c'est une démarche profondément antidémocratique. Alors, vous dites vouloir utiliser la loi de 2004 sur le voile à l'école pour interdire les signes ostentatoires dans la rue, y compris la kippa et la croix. Première question. Quelle croix? La croix les signes ostentatoires. Les signes religieux ostentatoires. Ouais. Non mais, oui, mais à partir de quand ça devient ostentatoire? Oui. Par exemple, la grosseur de la croix, la taille de la kippa. Demandez à la loi de 2004. Mais vous, qui a appliqué cela, alors c'est quoi selon vous? Donc elle a appliqué cela sans trop de difficulté. Alors dites-nous voilà. Ce que vous entendez par signe ostentatoire. Mais c'est exactement ce que la loi de 2004 a décidé. Enfin, écoutez, c'est appliqué dans les écoles tous les jours, les écoles dans lesquelles nous avons nos enfants, et les unes et les autres. Voilà. Ces écoles-là, elles appliquent une loi sur le voile. Une loi extrêmement claire. Oui. Non, qui est une loi sur les signes ostentatoires religieux. Et les signes ostentatoires religieux sont interdits à l'école. Eh bien, moi, je croyez que c'est respecté aujourd'hui? Vous croyez que personne ne va à l'école avec une croix, mettons, mais la croix n'est pas considérée comme un signe ostentatoire. Et une kippa, c'est ostentatoire? Voilà. Oui, c'est considéré par la loi de 2004 comme un signe ostentatoire, comme le voile est considéré comme un signe ostentatoire religieux. Donc vous voulez interdire quoi? Donc je demande juste que l'élargissement, de mettre en place l'élargissement de cette loi, qui s'appliquera donc plus seulement à l'école, mais aussi dans l'espace public, et pourra d'ailleurs au passage préserver vous aussi croyez que le Conseil constitutionnel va valider? Écoutez, je le souhaite si c'est la volonté du peuple. Ça risque d'être une mesure, comme souvent il emploie ce terme, disproportionnée, parce que face au droit, chacun a le droit d'exprimer ses convictions. Sauf à l'école, manifestement.
Sommes-nous une république laïque, oui ou non? À C'est inscrit- l'école, mais dans la rue, c'est un espace. Sommes-nous une république public. laïque, oui ou non? C'est inscrit dans la Constitution. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des avancées manifestes du fondamentalisme islamiste qui se servent d'un certain nombre de jeunes femmes, en faisant d'ailleurs en grande partie pression sur elles, pour les obliger à porter le voile, qui est un signe d'enfermement religieux, qui est un signe d'appartenance à une communauté, qui est un signe de séparation de la communauté nationale. C'est une évidence. Bon, donc faut-il répondre à cela ou laisser jouer le pourrissement, peut-être, comme on fait d'ailleurs, comme fait le gouvernement dans tous les domaines, que ce soit pour les taxis, que ce soit pour les impôts, que ce soit pour les problèmes liés au fondamentalisme islamiste, on joue le pourrissement. Ben moi, je veux pas jouer le pourrissement. Je veux porter une loi qui est claire. Ma vision, elle est simple, elle est laïque, elle correspond à la Constitution française, et je souhaite effectivement l'élargissement de cette loi. Est-ce que vous avez lu le texte des évêques de France? Oui. Ils disent qu'interdire les signes religieux, c'est encourager les courants fondamentalistes, les courants les plus durs ressentis comme une négation d'une foi personnelle. Est-ce que vous faites fi de cette espèce de contrat social que les évêques de France envoient aux politiques? Oui, mais je crois que ces évêques, qui ne sont pas tous les évêques, ne doivent pas prendre de position politique. Comment ça, c'est pas tous les évêques? Voilà. Non, enfin, je pense que une partie, je suppose, d'après ce que j'ai vu, Pas compter, ne doivent pas prendre de position politique. Parce que la laïcité, c'est cela, c'est la séparation. Donc ils n'ont pas le droit entre... de parler enfin, non, mais je pense qu'ils n'ont pas à faire de politique. Oui, je le crois. Voilà, je le pense. Ils font pas politique. Non, mais écoutez, vous me demandez. Contrat Non, mais social. vous me demandez mon avis. Bon, alors d'abord, Oui, je crois qu'ils ne doivent pas faire de politique. Premièrement. Et si on conçoit que la France a été modelée quand même par son héritage chrétien, je ne comprends pas qu'un certain nombre de membres du clergé ne défendent pas cet héritage chrétien. Et en réalité, au motif d'une prétendue solidarité des religions, eh bien, facilite le travail des fondamentalistes islamistes. Voilà, moi je pense que c'est ce type de comportement qui facilite le développement du fondamentaliste islamiste. Vous voyez, donc nous avons des opinions en quelque sorte inverses. Oui. Véronique. On en revient peut-être à la campagne, la campagne présidentielle à 25 grands Mais points. c'est Je crois la que ça vous campagne, redonne tout ça. ça vous redonne le soin de parler de la campagne. Mais non, mais ce sont des sujets qui évidemment vont être au centre aussi de la campagne présidentielle. Les sondages vous donnent depuis des mois déjà qualifiés pour le second tour. Ce ne sont que des sondages. Si vous aviez un vœu à émettre, contre qui aimeriez-vous vous battre en duel à la présidentielle? On a souvent dit que Sarko serait plus à votre main qu'un Juppé qui vous battrait, disent les sondages, à nouveau. Nous sommes dans les sondages. Est-ce que Moi, je vous avez m'intéresse assez peu aux Ouais. sondages. Ces gens-là ont choisi de passer par la primaire, et bien que la primaire se déroule, moi je suis totalement opposé à ce système des primaires. Je le trouve profondément contraire à l'esprit de la cinquième. Je crois qu'en cela, je partage l'avis d'ailleurs du général de Gaulle, qui s'était exprimé sur ce sujet. Les électeurs de droite choisiront leur candidat, les électeurs de gauche choisiront leur candidat. De toute façon, ils défendront la même chose. Donc pour moi, ça ne fait absolument aucune réelle différence. La seule certitude, c'est que vous êtes au second tour. Hein. Vous, Non, mais il n'y n'en a pas de doutez même certitude plus. en matière électorale. Moi, je suis extrêmement modeste par rapport à ce genre de sondage. Il n'y a pas de certitude, mais je crois honnêtement que cette présidentielle va porter sur des sujets tellement fondamentaux qu'effectivement, on va se retrouver avec une candidate qui défend la nation, qui défend des frontières, qui défend l'identité, qui défend l'indépendance, la souveraineté nationale, et de l'autre côté, des gens qui sont déjà dans une vision post-nationale, c'est-à-dire qui souhaitent la disparition des frontières, la gestion de la France par une instance supranationale, etc. Ce sont deux visions effectivement radicalement différentes, et en ça, c'est très intéressant. Lors des derniers scrutins, les deux derniers scrutins, on a vu que les Français avaient corrigé leur vote entre les deux tours. Est-ce que vous pensez pouvoir arriver et crever ce fameux plafond des 50%, sachant qu'aux dernières élections, eh bien, vous n'aviez pas franchi le seuil? Est-ce que ça ne vous ramène pas, dans le fond, à un vote protestataire? Il nous reste quelques secondes. Non, mais je pense qu'on ne peut absolument pas comparer une élection régionale et une élection présidentielle, précisément parce qu'une élection présidentielle est une élection qui porte sur des grands choix de civilisation et qui vont déterminer le visage de notre pays dans les années à venir. Moi, je crois que les Français sont capables de s'enthousiasmer pour un grand projet, et c'est exactement ce grand projet que je leur propose. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Merci Véronique Rigolet, et merci à vous. Audrey Yattoni et Pauline Hellman pour avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique. Merci, à très vite.
C'est l'heure du mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet. Bonsoir Véronique. Bonsoir Roselyne. Nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du Front National, députée européenne et candidate à l'élection présidentielle. Donc toutes les enquêtes d'opinion, ou presque, vous promettent une place au second tour. Depuis quelques mois, vous économisez votre parole. On vous voit moins, on vous entend moins, car vous considérez dans le fond que les événements travaillent pour vous. On ne connaît pas encore dans le détail votre programme pour 2017. Sans doute le candidat qui sera désigné par la droite modifiera peut-être sensiblement votre positionnement. En attendant, dans les médias, vous êtes peu interrogé sur votre politique étrangère. À quoi ressemblerait la diplomatie française sous Marine Le Pen? Eh bien, on va le savoir en suivant cette première partie d'émission. Donc, mardi politique, c'est parti jusqu'à 19h. La première question, Véronique Rigolet. On commence bien sûr par la bataille de Mossoul qui a débuté ce week-end. Bonsoir Marine Le Pen. La lutte contre le terrorisme sera l'une de vos priorités si vous devenez présidente en mai prochain. À cet égard, quel regard vous portez sur cette bataille de Mossoul qui vient de commencer contre ce qu'on appelle le dernier carré des djihadistes islamiques, contre Daesh? Est-ce que vous pensez que cette bataille peut être aujourd'hui décisive? Je le souhaite. Je le souhaite parce que chaque recul des fondamentalistes islamistes est une victoire pour notre sécurité. Car encore une fois, moi je suis très respectueuse de l'indépendance de chacune des nations, de chacun des peuples du monde. Mais je pense d'abord à la sécurité de la France et des Français. Or je sais très bien que la montée en puissance du fondamentalisme islamiste est aussi la conséquence des erreurs, des errements du passé et est née en partie en Irak. Cette montée du fondamentalisme s'est renforcée par nos erreurs en Libye, par nos erreurs en Syrie, beaucoup d'erreurs qui se ressemblent et qui auraient pu être évitées et dont nous subissons les conséquences évidemment sur notre territoire et dans notre sécurité intérieure. Vous dites des conséquences, mais quand on frappe Daesh sur le terrain, on sait qu'il y a des répercussions. Est-ce que vous craignez justement des attentats suite à ce début de frappe? Non mais pardon, en réalité nous avons encore une fois armé les fondamentalistes islamistes. Quand vous dites nous? La France a armé des fondamentalistes islamistes. Vous parlez d'Al-Nosra, elle a contribué en Libye à les mettre au pouvoir. Car nous savions pertinemment, et j'étais le seul à le dire, il faut quand même l'avouer, que certes Kadhafi n'était la tasse de thé de personne, certes son régime était éminemment critiquable, mais nous savions que l'alternative à Kadhafi, c'était la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Et il en est de même en Syrie. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, ce sont les fondamentalistes islamistes. Marine Le Pen. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, hélas, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a que dans les médias français qu'on veut faire ça. C'est un bon début en diplomatie. Mais par contre, sur le cas précis de Kadhafi, vous auriez laissé les colonnes de chars de Kadhafi aller massacrer Benghazi. Vous ne seriez pas intervenu comme l'ont fait à l'époque la France. Je ne suis pas gendarme du monde et je ne suis pas présidente du monde. Moi, ce que je souhaite, c'est être présidente de la France. Ce qui m'importe prioritairement et peut-être même exclusivement, c'est la sécurité de la France et des Français. C'est ça la mission du président de la République. Alors, on suit les États-Unis qui, depuis un certain nombre d'années, sont dans une forme de dérive qui consiste à se prendre pour les gendarmes du monde et à souhaiter exporter un modèle. On ne peut pas faire ce procès à Obama, justement, aujourd'hui, qui a glissé le tapis sous les pieds de François Hollande, qui, lui, voulait intervenir en Syrie. Dernièrement, oui. Mais quand même, de manière assez régulière, les États-Unis, dans les dernières années, ont été très belliqueux et avec des résultats. Vous parlez de l'ère Bush, alors. Oui, mais avec les résultats que l'on peut connaître aujourd'hui, en Libye aussi, pardon, quand même, en Libye aussi, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des résultats qui non seulement ont apporté le chaos dans les pays en question, mais qui de surcroît, en répercussion, apportent aussi le chaos dans nos propres pays. Alors, on va parler de la Syrie puisque vous l'avez évoqué. Donc, l'armée russe vient d'annoncer aujourd'hui l'arrêt momentané des raids aériens syriens et russes sur la ville martyre d'Alep pour une pause humanitaire et permettre aux civils de quitter la ville. Donc Vladimir Poutine et Bachar el-Assad sont alliés dans cette affaire et ils bombardent les civils, les hôpitaux. Écoutez ce que disait la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.
Il y a effectivement ces bombardements que le secrétaire général des Nations Unies, je l'ai dit aussi à Moscou, sont des crimes de guerre. Et donc l'enquête va montrer les responsabilités. Qui a bombardé? À l'évidence, bien sûr, il y a les Syriens, mais il y a surtout les Russes. Alors voilà, les Russes, pouvez-vous vous abstraire, Marine Le Pen, de toute condamnation envers les Russes et Vladimir Poutine que, n'ayons pas peur de mots, vous admirez. Vous l'avez dit d'ailleurs dans un quotidien russe en 2011. Mais ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Essayons de rester sérieux avec des sujets qui sont quand même des sujets sérieux. Le gouvernement n'est pas sérieux. Bon, le président de la République n'est pas sérieux. Quand le président de la République annonce au micro de M. Barthès, c'est-à-dire d'une émission satirique, qu'il veut traduire le président de la Russie devant le tribunal pénal international, c'est-à-dire en gros déclare la guerre à Vladimir Poutine au micro d'une émission de divertissement, ça n'est pas sérieux. Mais est-ce que vous C'est une diplomatie qui est en... Excusez-moi, mais si, je vais vous répondre, j'ai aucun problème là-dessus. Ouais. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes dans une diplomatie qui est totalement erratique et qui est même en rupture avec toute l'histoire de la diplomatie française. L'histoire de la diplomatie française, c'est précisément d'arriver à mettre des gens autour d'une table pour régler une situation. Ça doit être d'autant plus facile avec la Russie et avec, en l'occurrence, Bachar el-Assad, que nous avons quand même un ennemi commun, oui ou non? Ou je me trompe, peut-être que je me trompe, peut-être que nous ne sommes pas en guerre contre le fondamentalisme islamiste, mais moi je crois que nous devrions l'être en tout cas, et que donc il serait tellement plus simple de se mettre autour d'une table avec la Russie, avec la Syrie, pour pouvoir discuter, échanger des vues et discuter des moyens de venir à bout de ce fondamentalisme islamiste, car je vous entends parler d'Alep, ville martyre. Mais Alep, vous condamnez ou pas ces bombardements sur les civils? Mais quelle est l'autre solution que celle-là? Bien sûr, je condamne tout bombardement sur des civils. À chaque fois qu'un civil meurt, c'est un drame. C'est un drame, c'est un drame en Syrie, c'est aussi un drame en Yémen lorsqu'il meurt sous les bombes qui sont des bombes saoudiennes. C'est un drame aussi quand ce sont des Irakiens qui meurent sous des bombes américaines. C'est toujours un drame. Et il faut tout faire pour éviter cette situation. Marine Le Pen, c'est un drame ou ce sont des crimes de guerre en Syrie actuellement? Alep, ville martyre. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire, pour une double raison. C'est qu'Alep a commencé à être martyr lorsqu'elle est tombée entre les mains des fondamentalistes islamistes, qui ont fêté leur entrée dans Alep en jetant des homosexuels des tours, n'est-ce pas? Non mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que voilà une population qui est en partie en accord avec les fondamentalistes islamistes, il faut le dire quand même, parce que beaucoup d'habitants d'Alep ont quitté Alep-Est déjà depuis pour se mettre à l'abri de ces fondamentalistes islamistes, et une partie de cette population, et c'est dramatique, sont utilisés comme des boucliers humains par les fondamentalistes islamistes. C'est un drame. Mais qu'est-ce que nous proposons, si vous voulez, comme autre solution? Parce que c'est pas le tout de venir jouer les inspecteurs des travaux finis en disant mais avant les méchants, ce sont ceux-là, et les gentils, ce sont ceux-là. Mais quels moyens avons-nous aujourd'hui pour éradiquer ce fondamentalisme islamiste qui, s'il n'est pas éradiqué, ira martyriser d'autres villes de Syrie, d'autres populations. Avant de parler des solutions, pour être bien sûr de ce que vous pensez de cette situation-là, est-ce que vous considérez que les bombardements russo-syriens sur des civils à Alep constituent possiblement des crimes de guerre ou pas? Après, on parlera des solutions que vous avez à proposer. Moi, je ne suis pas spécialiste et juge au tribunal pénal international. Je ne me prononcerai pas sur ces considérations juridiques. À mon avis, vous n'y connaissez pas plus que moi, d'ailleurs, dans ce domaine. Bon. Donc, moi, on parle de choses en réalité... Non, mais on parle de choses. C'est pas moi qui aspire à être président, par ailleurs. Non, mais vous voyez, on parle de choses, on utilise des mots. Mais moi, ce que vous êtes en train de dire que Vladimir Poutine est le seul à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. En quoi il est nécessaire que la France a perdu sa voix en Syrie, qu'elle n'est pas là où elle aurait dû être dès le départ, qu'on n'aurait jamais dû peut-être laisser pourrir la situation et en réalité laisser la Russie prendre l'initiative et aujourd'hui venir critiquer la Syrie qui a pris l'initiative. Nous aurions dû être autour de la table, susciter, parce que c'est ça la diplomatie, l'échange. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous feriez? Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Nous sommes d'accord. Vous feriez quoi? Pour trouver des solutions pacifiques, il ne faut pas commencer par dire qu'on va envoyer le président de la Russie devant le tribunal pénal international et qu'on veut la chute de Bachar el-Assad. C'est pas comme ça qu'on obtient une discussion
discussion entre nations pour tenter, encore une fois, d'atteindre ces buts en préservant au maximum de ce qu'il est possible de faire ces populations civiles. Marine Le Pen, vous dites, dans le fond, entre la peste et le choléra, on ne choisit pas. Hein. Est-ce que vous considérez non, ce n'est pas vraiment ce que je dis. Non, je mais dis vous dites qu'en la Libye, priorité, c'est Daesh. non, mais je dis qu'en Libye et en Syrie, il faut choisir le moins pire pour nos intérêts nationaux. Et le moins pire était incontestablement Kadhafi plutôt que les fondamentalistes islamistes et Bachar al-Assad plutôt que les fondamentalistes islamistes. Je le dis très clairement. J'ai été la première à le dire. J'ai pas manqué de courage pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de partager, pour finir, mes options. J'entends un certain nombre de responsables de l'UMP qui finissent par être d'accord avec nos François positions. Fillon, en l'occurrence. Ouais. Entre autres, oui, mais je crois Nicolas Sarkozy aussi. Mais en quoi, Marine Le Pen, oui, en quoi Vladimir Poutine, pour vous, lutte contre le terrorisme? En quoi est-il nécessaire contre le terrorisme aujourd'hui? Pourquoi Vladimir Poutine? Parce que la Russie est une grande nation. La Russie est une grande nation et par conséquent, toutes les grandes nations puissantes doivent s'allier pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Est-ce que l'objectif est, oui ou non, d'éradiquer le fondamentalisme islamiste? Moi, je le crois. Je crois que si on négocie avec eux, eh bien, nous n'obtiendrons évidemment strictement rien et nous livrerons des populations civiles, les autres, mais aussi les nôtres, à la violence, au chaos, et je ne veux pas cela pour mon pays, je ne veux pas cela bien entendu non plus pour les autres pays. Est-ce que vous rencontrerez Vladimir Poutine au cours de la campagne électorale française? Vous aviez dit que vous souhaiteriez le rencontrer. Je ne sais pas, ça n'est pas pour l'instant prévu, mais oui, si j'étais invité à rencontrer Vladimir Poutine, j'irais, et si j'étais invité à rencontrer Monsieur Obama, j'irais. En réalité, non mais on parle de choses. C'est pas moi qui aspire à être président par ailleurs. Non mais vous voyez, on parle de choses, on utilise des mots, mais moi, vous êtes en train de dire que c'est que Vladimir Poutine est le seul à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. En quoi il est nécessaire? Que la France a perdu sa voix en Syrie, qu'elle n'est pas là où elle aurait dû être dès le départ, qu'on n'aurait jamais dû peut-être laisser pourrir la situation et en réalité laisser la Russie prendre l'initiative. Et aujourd'hui, venir critiquer la Syrie qui a pris l'initiative. Nous aurions dû être autour de la table, susciter, parce que c'est ça la diplomatie, l'échange. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous feriez? Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Nous sommes d'accord. Vous feriez quoi? Pour trouver des solutions pacifiques, il ne faut pas commencer par dire qu'on va envoyer le président de la Russie devant le tribunal pénal international et qu'on veut la chute de Bachar el-Assad. C'est pas comme ça qu'on obtient une discussion entre nations pour tenter, encore une fois, d'atteindre ces buts en préservant au maximum de ce qu'il est possible de faire ces populations civiles. Marine Le Pen, vous dites, dans le fond, entre la peste et le choléra, on ne choisit pas. Hein. Est-ce que vous considérez non, ce n'est pas vraiment ce que je dis. Non, je dis que la priorité, c'est Daesh. Non, mais je dis qu'en Libye et en Syrie, il faut choisir le moins pire pour nos intérêts nationaux. Et le moins pire était incontestablement Kadhafi plutôt que les fondamentalistes islamistes et Bachar al-Assad plutôt que les fondamentalistes islamistes. Je le dis très clairement. J'ai été la première à le dire. J'ai pas manqué de courage pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de partager, pour finir, mes options. J'entends un certain nombre de responsables de l'UMP qui finissent par être d'accord avec nos positions. François Fillon, en l'occurrence. Entre autres, oui, mais je crois Nicolas Sarkozy aussi. Mais en quoi, Marine Le Pen, en quoi Vladimir Poutine, pour vous, lutte contre le terrorisme? En quoi est-il nécessaire contre le terrorisme aujourd'hui? Pourquoi Vladimir Poutine? Parce que la Russie est une grande nation. La Russie est une grande nation et par conséquent, toutes les grandes nations puissantes doivent s'allier pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Est-ce que l'objectif est, oui ou non, d'éradiquer le fondamentalisme islamiste? Moi, je le crois. Je crois que si on négocie avec eux, eh bien, nous n'obtiendrons évidemment strictement rien et nous livrerons des populations civiles, les autres, mais aussi les nôtres, à la violence,
au chaos. Et je ne veux pas cela pour mon pays. Je ne veux pas cela, bien entendu, non plus pour les autres pays. Est-ce que vous rencontrerez Vladimir Poutine au cours de la campagne électorale française? Vous aviez dit que vous souhaiteriez le rencontrer. Je ne sais pas, ça n'est pas pour l'instant prévu. Mais oui, si j'étais invité à rencontrer Vladimir Poutine, j'irais. Et si j'étais invité à rencontrer Monsieur Obama, j'irais aussi. Comme j'irais rencontrer, encore une fois, tous ceux qui, à mon avis, peuvent contribuer dans ce monde multipolaire à établir un équilibre entre les nations dans le monde. Peut-être on va finir avec la Russie. Une dernière question. Vous dites qu'il faut que notre politique étrangère retrouve une indépendance. Mais le Front National boucle ses fins de mois grâce à une banque russe, car aucune banque française n'a voulu vous financer pour la campagne présidentielle. Est-ce que vous avez eu recours, une fois de plus, pour la campagne présidentielle, vous faire prêter de l'argent par cette même banque russe? Puisque je crois que votre trésorier a dit qu'il nous faut encore une dizaine de millions d'euros. Non, mais écoutez, pour moi, une banque, c'est une banque. Enfin, écoutez, pour ceux qui considèrent que la nationalité n'a pas beaucoup d'importance, à chaque fois, on me ressort la nationalité. Une banque, c'est une banque. C'est un établissement financier qui prête de l'argent. Je veux dire, est-ce que vous devez quelque chose ? Une puissance étrangère, on n'est pas, du coup, c'est pas une puissance étrangère, c'est une banque. Oui, mais vous pensez bien qu'on est en Russie, on n'est pas dans une démocratie. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Que le pouvoir financier n'est pas décentralisé, Marine Le Pen. Avez-vous déjà fait un prêt à une banque ? Oui. Bon, est-ce que le banquier est venu chez vous pour choisir la couleur de vos rideaux ? Non, mais c'était pas en Russie. Est-ce qu'il décide il veut savoir combien je gagne, quel âge j'ai. D'accord, pour pouvoir être remboursé, car c'est la seule obligation que vous avez quand vous en... C'est l'heure du mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet. Bonsoir Véronique. Bonsoir Roselyne. Nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du Front National, députée européenne et candidate à l'élection présidentielle. Donc toutes les enquêtes d'opinion, ou presque, vous promettent une place au second tour. Depuis quelques mois, vous économisez votre parole. On vous voit moins, on vous entend moins, car vous considérez dans le fond que les événements travaillent pour vous. On ne connaît pas encore dans le détail votre programme pour 2017. Sans doute le candidat qui sera désigné par la droite modifiera peut-être sensiblement votre positionnement. En attendant, dans les médias, vous êtes peu interrogé sur votre politique étrangère. À quoi ressemblerait la diplomatie française sous Marine Le Pen ? Eh bien, on va le savoir en suivant cette première partie d'émission. Donc, mardi politique, c'est parti jusqu'à 19h. La première question, Véronique Rigolet. On commence bien sûr par la bataille de Mossoul qui a débuté ce week-end. Bonsoir Marine Le Pen. La lutte contre le terrorisme sera l'une de vos priorités si vous devenez présidente en mai prochain. À cet égard, quel regard vous portez sur cette bataille de Mossoul qui vient de commencer contre ce qu'on appelle le dernier carré des djihadistes islamiques, contre Daesh? Est-ce que vous pensez que cette bataille peut être aujourd'hui décisive ? Je le souhaite. Je le souhaite parce que chaque recul des fondamentalistes islamistes est une victoire pour notre sécurité. Car encore une fois, moi je suis très respectueuse de l'indépendance de chacune des nations, de chacun des peuples du monde. Mais je pense d'abord à la sécurité de la France et des Français. Or je sais très bien que la montée en puissance du fondamentalisme islamiste est aussi la conséquence des erreurs, des errements du passé et est née en partie en Irak. Cette montée du fondamentalisme s'est renforcée par nos erreurs en Libye, par nos erreurs en Syrie, beaucoup d'erreurs qui se ressemblent et qui auraient pu être évitées et dont nous subissons les conséquences évidemment sur notre territoire et dans notre sécurité intérieure. Vous dites des conséquences, mais quand on frappe Daesh sur le terrain, on sait qu'il y a des répercussions. Est-ce que vous craignez justement des attentats suite à ce début de frappe ? Non mais pardon, en réalité nous avons encore une fois armé les fondamentalistes islamistes. Quand vous dites nous ? La France a armé des fondamentalistes islamistes. Vous parlez d'Al-Nosra, elle a contribué en Libye à les mettre au pouvoir. Car nous savions pertinemment, et j'étais le seul à le dire, il faut quand même l'avouer,
que, certes, Kadhafi n'était la tasse de thé de personne. Certes, son régime était éminemment critiquable, mais nous savions que l'alternative à Kadhafi, c'était la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Et il en est de même en Syrie. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui, l'alternative à Bachar el-Assad, ce sont les fondamentalistes islamistes. Marine Le Pen. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, hélas, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a que dans les médias français qu'on veut faire ça. C'est un bon début en diplomatie. Mais par Voilà, contre, sur le cas précis mais- de Kadhafi, vous auriez laissé les colonnes de chars de Kadhafi aller massacrer Benghazi. Vous ne seriez pas intervenu comme l'ont fait à Je ne l'époque suis la pas France et les gendarme du Britanniques. monde et je ne suis pas présidente du monde. Moi, ce que je souhaite, c'est être présidente de la France. Ce qui m'importe prioritairement et peut-être même exclusivement, c'est la sécurité de la France et des Français. C'est ça la mission du président de la République. Alors, on suit les États-Unis qui, depuis un certain nombre d'années, sont dans une forme de dérive qui consiste à se prendre pour les gendarmes du monde et à souhaiter On ne peut exporter pas un faire ce modèle. procès à Obama, justement, aujourd'hui, qui a glissé le tapis sous les pieds de François Hollande, qui, lui, voulait intervenir en Syrie. Dernièrement, oui. Mais quand même, de manière assez régulière, les États-Unis, dans les dernières années, ont été très belliqueux. Et avec des résultats... Vous parlez de l'Airbus, alors. Oui, mais avec les résultats que l'on peut connaître aujourd'hui, en Libye aussi, pardon, quand même, en Libye aussi, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des résultats, un fervent admirateur de l'OTAN et qui pourtant partageait, je crois, les valeurs qui occidentales. était sorti du commandement intégré de l'OTAN, Voilà. dans lequel nous sommes Vous ne revenus. sortez Sarkozy. pas Qui du pourtant Conseil de parle. sécurité de l'ONU. Qui pourtant partageait les valeurs occidentales, on peut le dire. Bon, Vous ne sortez pas du je souhaite- Conseil de sécurité de mais, l'ONU. mais nous allons rediscuter l'ensemble de Ah, et vous avez un doute de nos présences pour préserver notre indépendance. Moi, je considère tout à fait normal de participer dans le concert des nations à des organismes internationaux internationaux, où l'on entend les nations, Donc l'ONU. où Bah, on l'ONU. respecte, pas de problème, où on respecte les Donc, nations. Conseil de sécurité, Parce que, on y quelle reste est ou ma pas vision? Quelle est ma vision? Oui. Indépendance, politique de paix, de puissance militaire, car je crois que la France doit être une puissance militaire pour pouvoir avoir une vision stratégique et non-ingérence. Voilà quels sont les trois grands principes que je veux mettre en œuvre Oui, mais là, en matière clairement, indépendance, internationale. Clairement, ça veut pas dire que vous ouais. ressortez du commandement intégré de l'OTAN si Oui. vous êtes élu présidente. Oui. Donc on revient à la situation hantée Oui. Nicolas Sarkozy. Oui. Voilà une réponse assez claire. Peut-être un mot sur, il nous reste une minute, un mot de l'Europe peut-être, vous vouliez évoquer, Véronique, il nous reste très peu de temps, donc question courte, réponse courte. Sur Oui, l'Europe. bon, on va faire le grand défi, ça sera sortir la France de l'Union européenne. Si on a bien compris, on imagine que votre premier voyage sera plus pour Bruxelles que pour Berlin, comme le font traditionnellement les présidents français. Non, le grand défi, c'est d'organiser la négociation qui va permettre à la France de récupérer pour le peuple français, parce Sa que c'est sa souveraineté. propriété, sa souveraineté. Voilà. Et moi, je crois que cette négociation peut aboutir. Cette négociation sera sanctionnée par un référendum. Si elle aboutit, on pourra rester dans cette nouvelle structure. Si elle n'aboutit pas, eh bien, je proposerai aux Français d'en sortir. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On retrouve Marine Le Pen juste après le Flash Info et nous reviendrons sur cette question européenne. Sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et RFI, toujours avec notre invitée Marine Le Pen, présidente du Front National et députée. On va parler de politique française, du démantèlement de Calais, mais on voudrait juste poursuivre, puisque c'était la fin de cette première partie, nous n'avons pas eu votre réponse sur le référendum que vous comptez organiser. Véronique voudrait une précision. Avant le Vous référendum, avez eu ma réponse. avant le Pas celle-ci, référendum, pas celle qu'elle va vous poser. avant le référendum, vous partez donc à Bruxelles pour tenter de convaincre vos pairs européens d'accorder à la France un certain nombre de souverainetés dans différents domaines. Si l'Europe s'y refuse, on le sait maintenant, il n'est pas si aisé de sortir de l'Europe. Vous rentrez donc à Paris et là vous proposez un référendum aux Français. D'où ma question, si les Français, qui selon les sondages en tout cas, les derniers sondages maintiennent leur volonté d'appartenir à l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites ? Oui, moi j'ai confiance dans la cohérence des Français. Je pense que le peuple français est un peuple éminemment politique. Par conséquent, s'il choisit de porter à la tête de l'État Marine Le Pen, c'est qu'il souhaitera voir mettre en œuvre le projet politique de Marine Le Pen. Or, incontestablement, ce projet politique ne peut pas être mis en œuvre dans la prison que constitue ce système politique de l'Union européenne. Je vous signale qu'une partie de ce qui est proposé par d'autres candidats à la présidentielle ne peut pas non plus être mis en œuvre compte tenu des règles de
l'Union européenne, mais ça, ils évitent bien de le dire. Moi, je le dis parce que je suis la candidate de la vérité, de la franchise, de la loyauté. Donc je suis absolument convaincue que si je n'obtiens pas gain de cause dans cette négociation, et je suis optimiste pour obtenir gain de cause, car je crois que d'ici là, la France ne sera pas le seul pays à réclamer. Mais le Cameron retour de avait cette essayé, souveraineté. il avait essayé de négocier, il n'a pas réussi, il est revenu. Non, il a essayé de faire semblant de négocier parce que il pas pensait semblant. que ça permettrait d'éteindre son opposition ou sa concurrence du UKIP. Et On a vu en le réalité, le peuple britannique est allé au-delà de ce que souhaitait Cameron. Mais moi, j'aimerais quand même faire comprendre que, encore une fois, retrouver cette indépendance de la France, c'est autoriser la maîtrise de l'immigration, l'arrêt du regroupement familial, c'est permettre l'interdiction des OGM, c'est économiser la contribution de 9 milliards qu'on verse à fonds perdus par an à emprunter à une banque, c'est payer les intérêts et rembourser le capital. Il vient pas pour vous dire dans quelle école vous devez mettre vos enfants, il décide pas sous quel contrat de mariage vous devez vous marier. Voilà, moi, personne ne décide pour moi. J'ai emprunté de l'argent, je rembourserai cet argent. Si demain, une banque américaine me prête de l'argent, j'emprunterai à la banque américaine ou à la banque portugaise ou à la banque guatémaltaise. Vous ne sentirez pas lié Mais je ne me sens lié D'accord. par rien. Voilà, je suis absolument totalement libre. Et encore une fois, je le resterai quoi qu'il arrive. On parlait du président Obama il y a un instant, et il y a une présidentielle américaine là après-demain, hein, en novembre. Si vous deveniez présidente en mai prochain, avec qui vous auriez le meilleur contact? En gros, quel est votre souhait de victoire pour cette présidentielle américaine? Est-ce que c'est Donald Trump, à qui on a cru comprendre que vous trouviez, somme toute, quelques points communs avec vous, ou Hillary Clinton, qui visiblement n'est pas votre tasse de thé, vous trouvez même dangereuse? C'est étonnant de voir les relations internationales comme ça, sous l'angle d'affection personnelle. Non, moi, je ne connais ni l'un ni Je l'autre. parlais pas d'affection, vous trouvez? Je m'entendrai pas mieux avec l'un ou avec l'autre. Si je suis présidente de la République, je parlerai à tout le monde. Je parlerai à celui que les Américains auront choisi, on peut avoir des affinités. ou à celle que les Américains auront choisi. J'ai pas d'affinité, je ne connais ni l'un ni Vous l'autre. dites Hillary Clinton, elle est dangereuse, elle est guerrière. Madame, Déjà, la on seule sent que vous chose n'avez pas auquel je d'affinité avec pense, elle. j'envisage d'être présidente de la République française. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la France et des Français. Et je dis, la politique que défend Hillary Clinton est une politique qui entre directement en compétition avec les intérêts de la France. Cette politique qui est en même temps une politique économique qui vise à alourdir la puissance et le pouvoir des institutions financières américaines, qui souhaite continuer cette dérive de l'extraterritorialité du droit américain qui fait tant de mal à nos grandes entreprises et qui terrorise nos grandes entreprises comme par exemple la BNP, qui veut imposer le TAFTA et en même temps qui a une vision très belliqueuse, c'est-à-dire une vision qui envisage d'aggraver les tensions avec toute une série de nations, et notamment, je vous le dis, avec la Russie. Ça m'inquiète d'autant plus que, figurez-vous que géographiquement, on est entre les deux. Il y a quand même de quoi s'inquiéter d'une aggravation des tensions entre ces deux grandes nations. Donald Trump serait moins dangereux qu'une Hillary Clinton présidente des États-Unis, à votre sens. Pour les intérêts français, à nouveau, j'ai bien compris. Voilà, pour les intérêts français, je pense que les engagements qui sont ceux de Donald Trump et qui consistent à se reconcentrer sur les États-Unis, à souhaiter mettre fin à cette ingérence systématique des États-Unis dans des nations étrangères, m'apparaît plus correspondre à la défense des intérêts de la nation française. Et il est également contre le TAFTA. Bon, voilà. Donc ces éléments-là, qui sont des éléments d'immédiateté, d'actualité, vont, à mon avis, plus dans le sens des intérêts français. Vous proposez de sortir de l'OTAN. Première question, ça va servir à quoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est conciliable avec les valeurs occidentales? Non, mais la vraie question, c'est à quoi sert l'OTAN? Ça a servi dans un temps... où il y avait l'URSS. Bon, il n'y a plus d'URSS. Enfin, je veux dire, on peut quand même regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit, mais il n'y a plus d'URSS. Il est d'ailleurs assez frappant de voir qu'aujourd'hui, on traite la Russie avec plus d'hostilité qu'on ne traitait l'URSS à l'époque. Moi, ça reste pour moi tout de même une interrogation. Il n'y a plus d'URSS, donc contre qui... Il n'y a plus de guerre froide, mais bon. Bon, d'accord, mais contre qui cette organisation... Mais ça servira à quoi d'en sortir? C'est ça le problème, c'est comprendre. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en réalité, notre présence dans l'OTAN fait que nous sommes soumis
à la politique internationale américaine. Ce sont les Américains qui décident des guerres que nous devons faire. Et d'ailleurs, tant Nicolas Sarkozy que François Hollande ont suivi ces exigences américaines. Donc vous ne suivriez pas les... Moi, je voudrais revenir en matière de politique internationale à ce qui a fait la spécificité de la France sous l'égide, il faut bien le dire, du général de Gaulle, qui lui non plus n'était pas qui non seulement ont apporté le chaos dans les pays en question, mais qui de surcroît, en répercussion, apportent aussi le chaos dans nos propres pays. Alors, on va parler de la Syrie puisque vous l'avez évoqué. Donc, l'armée russe vient d'annoncer aujourd'hui l'arrêt momentané des raids aériens syriens et russes sur la ville martyre d'Alep pour une pause humanitaire et permettre aux civils de quitter la ville. Donc Vladimir Poutine et Bachar el-Assad sont alliés dans cette affaire et ils bombardent les civils, les hôpitaux. Écoutez ce que disait la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Il y a effectivement ces bombardements que le secrétaire général des Nations Unies, je l'ai dit aussi à Moscou, sont des crimes de guerre. Et donc l'enquête va montrer les responsabilités. Qui a bombardé? À l'évidence, bien sûr, il y a les Syriens, mais il y a surtout les Russes. Alors voilà, les Russes, pouvez-vous vous abstraire, Marine Le Pen, de toute condamnation envers les Russes et Vladimir Poutine que, n'ayons pas peur de mots, vous admirez, vous l'avez dit d'ailleurs dans un quotidien russe en 2011. Mais ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Essayons de rester sérieux avec des sujets qui sont quand même des sujets sérieux. Le gouvernement n'est pas sérieux. Bon, le président de la République n'est pas sérieux. Quand le président de la République annonce au micro de M. Barthès, c'est-à-dire d'une émission satirique, qu'il veut traduire le président de la Russie devant le tribunal pénal international, c'est-à-dire en gros déclare la guerre à Vladimir Poutine au micro d'une émission de divertissement, ça n'est pas sérieux. Mais est-ce que vous condamnez une diplomatie Marine Le Pen, vous ne Excusez-moi, mais question. si, je vais vous répondre, j'ai aucun problème là-dessus. Ouais. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes dans une diplomatie qui est totalement erratique et qui est même en rupture avec toute l'histoire de la diplomatie française. L'histoire de la diplomatie française, c'est précisément d'arriver à mettre des gens autour d'une table pour régler une situation. Ça doit être d'autant plus facile avec la Russie et avec, en l'occurrence, Bachar el-Assad, que nous avons quand même un ennemi commun, oui ou non? Ou je me trompe, peut-être que je me trompe, peut-être que nous ne sommes pas en guerre contre le fondamentalisme islamiste, mais moi je crois que nous devrions l'être en tout cas, et que donc il serait tellement plus simple de se mettre autour d'une table avec la Russie, avec la Syrie, pour pouvoir discuter, échanger des vues et discuter des moyens de venir à bout de ce fondamentalisme islamiste, car je vous entends parler d'Alep, ville martyre. Mais Alep, vous condamnez ou pas ces bombardements sur les civils? Mais quelle est l'autre solution que celle-là? Bien sûr, je condamne tout bombardement sur des civils. À chaque fois qu'un civil meurt, c'est un drame. C'est un drame, c'est un drame en Syrie, c'est aussi un drame en Yémen lorsqu'il meurt sous les bombes qui sont des bombes saoudiennes. C'est un drame aussi quand ce sont des Irakiens qui meurent sous des bombes américaines. C'est toujours un drame. Et il faut tout faire pour éviter cette situation. Marine Le Pen, c'est un drame ou ce sont des crimes de guerre en Syrie actuellement? Alep, ville martyre. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire, pour une double raison. C'est qu'Alep a commencé à être martyr lorsqu'elle est tombée entre les mains des fondamentalistes islamistes qui ont fêté leur entrée dans Alep en jetant des homosexuels des tours, n'est-ce pas? Non mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que voilà une population qui est en partie en accord avec les fondamentalistes islamistes, il faut le dire quand même, parce que beaucoup d'habitants d'Alep ont quitté Alep-Est déjà depuis pour se mettre à l'abri de ces fondamentalistes islamistes, et une partie de cette population, et c'est dramatique, sont utilisés comme des boucliers humains par les fondamentalistes islamistes. C'est un drame. Mais qu'est-ce que nous proposons, si vous voulez, comme autre solution? Parce que c'est pas le tout de venir jouer les inspecteurs des travaux finis en disant les méchants, ce sont ceux-là et les gentils, ce sont ceux-là. Mais quels moyens avons-nous aujourd'hui pour éradiquer ce fondamentalisme islamiste qui, s'il n'est pas éradiqué, ira martyriser d'autres villes de Syrie, d'autres populations. Avant de parler des solutions, pour être bien sûr de ce que vous pensez de cette situation-là, est-ce que vous considérez que les bombardements russo-syriens sur des civils à Alep constituent possiblement des crimes de guerre ou pas? Après, on parlera des solutions que vous avez à proposer. Moi, je ne suis pas spécialiste et juge au tribunal pénal international. Je ne me prononcerai pas sur ces considérations juridiques. À mon avis, vous n'y connaissez pas plus que moi, d'ailleurs, dans ce domaine. Bon. Donc, moi,